Alors, bonjour Nicolas Stocker. Bonjour Jean Robin. Alors, nous vous avons fait passer un livre qui s'appelle Entre la haine et l'espoir, dans lequel il y a des propos retranscrits des télés arabes et iraniennes qui tombent sous le coup de la loi et qui sont, pour certains, diffusés sur le sol français à travers les satellites et les paraboles. Qu'est-ce que cela vous évoque déjà ? Est-ce que vous étiez au courant que ce genre de propos était tenu sur le sol français et n'était pas réprimé ? Alors on sait bien qu'il y a actuellement un certain révisionnisme, des propos tout à fait inqualifiables et que la loi réprime logiquement en France, qui passe par les ondes et qui atterrit jusqu'aux banlieues. On avait quelques éléments en notre possession, par des notes, par des petits articles qui paraissaient des anecdotes finalement. Et ce que ce livre Entre la haine et l'espoir a de tout à fait intéressant, c'est qu'il répertorie très bien, il classe et il donne une vision d'ensemble de cette problématique. On avait des anecdotes, maintenant on a vraiment un livre sur le sujet qui répertorie cette problématique. Et donc, en tant qu'homme politique, vous, votre réflexe, c'est plutôt de dire, votre réflexion, c'est plutôt de dire il faut interdire, ou alors il faut négocier avec les diffuseurs. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors il faut faire attention parce qu'on a la même problématique avec l'Internet et je dirais qu'il y a un certain nombre de lois liberticides qui sont en cours, Hadopi, l'ACTA, qui justement au prétexte de réglementer la liberté d'expression tend à réduire, à filtrer, à limiter la parole officielle. Mais là, le problème n'est même pas là. Déjà, de toute façon, le problème qu'on devrait se poser, il fut une époque où on disait selon que l'on soit puissant ou misérable, sauf que aujourd'hui, quand on voit qu'on traîne devant les tribunaux des gens comme Éric Zemmour pour des pécadilles, et même pas des pécadilles, des choses qui sont des évidences vraies, et qu'à côté de ça, on laisse passer sur le même territoire national, des choses aussi abjectes, en effet, que trouver du crédit au protocole des sages de Sion, par exemple, ou tout un tas d'autres sujets sur lesquels tout d'un coup, toutes nos belles âmes et nos bonnes consciences qui poussaient des cris d'orfraie lorsqu'il s'agit d'Éric Zemmour, par exemple, de quelques autres, ne trouvent plus rien à redire. Donc ça, je dirais que c'est surtout ça qui est tout à fait extraordinaire. Mais pour le moins paradoxal. Est-ce que c'est pas un angle mort, du coup, de l'antiracisme ? Alors, c'est l'angle mort, c'est une manière de voir les choses, puisque l'angle mort voudrait dire que finalement, on ne le voit pas. Mais alors on ne voit que ça, justement. Ou alors, si c'était un angle mort, avec ce livre, ça ne devrait plus en être un. Mais aucun média ne parle du livre, justement. Donc on va essayer de faire en sorte que tous les médias en parlent. En tout cas, tous les médias devraient en parler. Ou alors, c'est un étrange angle mort. C'est un angle mort à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire, ça ressemble plutôt qu'un angle mort, alors parlons de ce sein que je ne voudrais voir. Là, on est en pleine tartufferie. À la limite, se défendrait l'idée d'une tartufferie généralisée, où, en effet, selon ceux qui cherchent à rompre et à casser un certain nombre de tabous, dans certains cas, la meute hurlante va se déchaîner, et dans un autre cas, on verra bien ce qui se passe, mais on passera l'air gêné, en ne disant rien. Alors vous êtes dirigeant d'un parti politique, hein, le RPF, Rassemblement pour la France. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous décideriez ? Concernant, écoutez, pour cela comme pour le reste, je ferai appliquer la loi. C'est en cela d'ailleurs que je suis tout à fait opposé à toutes ces lois, depuis la loi Guessot, les lois comportementalistes, qui sont de nouvelles lois. Avant de vouloir créer toujours une nouvelle loi, en tout cas ce que je ferai, c'est que je ne recréerai pas, suite à cela, une loi supplémentaire. Il n'y en a pas besoin. J'appliquerai le code civil et le code pénal tel qu'il faut l'appliquer dans toute sa rigueur. Et il y a tout à fait les armes aujourd'hui pour s'opposer à ce genre de diffusion sur le territoire national. Donc il n'est pas question de recréer une loi de plus, d'être à nouveau dans une espèce de surenchère d'un lobby qui s'oppose à un autre lobby et réclamer à ce qu'on stigmatise à nouveau. Sinon c'est un jeu sans fin. En vérité, vous parliez d'angle mort.
Moi j'aime bien parler c'est une autre théorie, mais tout aussi intéressante. Au soir de sa vie, Jacques Lacan théorisait sur ce qu'on appelle le ruban de Mobius, sur une certaine forme de perversion, et là en particulier d'une certaine forme de perversion en politique. Et j'en reviendrai en particulier parce que c'est quelque chose qui est extrêmement choquant au sein d'un certain nombre de segments islamistes radicaux, d'un antisémitisme tout à fait radical et pour le moins surprenant. Comment a-t-on pu en arriver là? En résumant très rapidement, on connaissait deux grandes formes d'antisémitisme depuis, on va dire, la nuit des temps, l'antisémitisme traditionnel à la fois, et qui avait en France énormément je dirais, d'affidés et de personnes qui le défendaient, la France juive de Grumont, ou même ensuite l'idée que les juifs occuperaient un certain nombre de positions de pouvoir. C'est l'antisémitisme traditionnel, c'est à la fois le peuple juif qui est un peuple déicide, pour une certaine Église catholique, et puis c'est aussi cette idée qui est liée à la division de la France, finalement, entre la logique franc ou la logique des Gaulois. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que Maurras a parlé de France réelle et de France légale, donc cette idée que les Juifs seraient nécessairement, d'où les billevesées qui peuvent être racontées à ce sujet concernant les origines juives de l'aristocratie française. Il y a ces idées totalement délirantes qui sont déjà la limite du délire, mais qui sont plus de l'ordre de la névrose, qui fait que finalement les Juifs seraient des individus extrêmement retors et qu'il faudrait combattre par tous les moyens. Bon, ceci, c'est un antisémitisme que la France a toujours connu. Suite à ça, il y a un tout autre antisémitisme qui lui est beaucoup plus communautaire, au sens de la Gemeinschaft de Friedrich Tönnies, qui a donné l'antisémitisme national-socialiste, qui lui, si on pouvait parler de névrose antisémite pour la France, là est de l'ordre de la psychose, de la folie à l'état pur, qui est la destruction massive d'un peuple, tel qu'on ne l'avait jamais vu dans l'histoire. Voilà pour les deux antisémitismes. Et là, on voit apparaître, de façon extrêmement surprenante, une nouvelle forme d'antisémitisme de la part de personnes qui pourtant sont les premiers à se définir comme victimes. Et c'est là que la surprise est grande. Est-ce que l'on assiste à une nouvelle forme d'antisémitisme? Probablement. Qui, elle, n'emprunte pas tant à une problématique de folie à l'état pur, mais à une forme de perversion politique. Finalement, on peut dire que le génocide juif est un cas tout à fait exceptionnel dans le monde, et que tout est parti de sa banalisation. En banalisant ce génocide, alors c'est faire injure à personne que de dire qu'un certain nombre de crimes de guerre ne sont pas nécessairement des crimes contre l'humanité, et que rien ne peut être à proprement parler au génocide juif, comparé au génocide juif. Et pourtant, dans une certaine logique, qui a priori semble être partie de bons sentiments, on a essayé d'expliquer qu'il y avait eu le génocide arménien. Regardez en Afrique aujourd'hui, avec l'accord de l'Afrique, vous avez énormément de conflits, justement, et où chacun va s'accuser d'être génocidaire, sachant qu'en plus, celui qui accuse le voisin des génocidaires l'est souvent 10 fois plus. On l'a vu avec les Hutus et les Tutsis, c'est un premier génocide auquel répond un autre génocide plus infernal encore. Donc là, on a affaire à quelque chose qui est l'esprit des temps modernes, qui est extrêmement dangereux, qui est une banalisation, mais une banalisation qui peut aboutir au contraire de ce qui était la logique de départ. Et c'est un peu ça la logique du ruban de Mobius, c'est-à-dire que c'est un ruban finalement avec une seule face, mais où pourtant vous passez bien de l'autre côté du ruban, donc de l'autre côté. Ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous partez du génocide juif, exception dans l'histoire, et puis petit à petit, chemin faisant, vous en venez à banaliser ces génocides, dire il y en a d'autres, et puis encore petit à petit, vous vous rendez compte, ou en tout cas on commence à vous expliquer qu'au Moyen-Orient, l'État d'Israël commet un certain nombre de crimes, et puis petit à petit, on en vient à revisiter un certain nombre de classiques de l'antisémitisme, et puis on finit par aboutir à une situation qui est complètement à l'opposé de la situation de départ, c'est-à-dire où il n'y a plus de génocide juif, mais à l'inverse, où les juifs retournent et redeviennent justement ces victimes émissaires. Et ça, c'est tout à fait surprenant, puisque c'est cette logique
donc du ruban de Mobius, où vous inversez petit à petit la situation, où vous partez, et c'est l'idéologie victimaire dans toute son essence et dans toute sa splendeur. La seule question, s'il fallait conclure sur ce sujet, sur laquelle on devrait s'interroger, c'est savoir si l'islam, lorsqu'il s'en prend comme il s'en prend ainsi aux juifs, le fait pour des raisons liées d'abord à la géostratégie et à la question des territoires occupés. J'en doute, parce que je n'ai pas l'impression que dans le monde arabe, la question palestinienne soit une question essentielle. Donc je ne suis pas persuadé que ça vienne de là. Est-ce que cet islam radical emprunte à l'esprit des temps, à cette idéologie victimaire, justement, où on cherche systématiquement à être la victime, c'est à qui va être le plus la victime pour pouvoir mieux devenir le bourreau, parce que cette victime devient un bourreau en quelque sorte. Ou bien est-ce qu'il y a, mais alors là je préférerais ne pas à titre personnel répondre, et chacun pourra s'interroger, est-ce qu'il y a une adéquation finalement entre ces temps modernes et l'islam en tant que tel, qui fait que l'islam distillerait et produirait ce genre de logique extrémiste et entre autres antisémite. Ça c'est encore un autre débat, mais qui va bien au-delà, je pense, de ce livre. Tout à fait. Nicolas Stocker, merci. Compris.